Fresh Morning. UrbanFM.fm. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. C'est Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, All c'est du style, Sagawan, Yel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Pépé est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Toujours. Tu as bien passé le week-end? Toujours. Tu as fait le tour des stades? Oui, plus ou moins. Tu es allé dans quel stade? C'est compliqué de faire le tour des stades, mais déjà c'est le travail. Oui, non, ça veut dire que c'est facile. Non, ce que je dis, c'est qu'être en même temps, si 2-3 matchs, parce que là on est en termes de football, on est dans les matchs amicaux. Si 2-3 matchs se jouent au même moment, c'est difficile d'être à tous les endroits au même moment. Ouais. Mais j'étais en Zion. Il y avait un autre match à l'INJS, un match amical. Il y avait un autre match encore à l'intérieur du stade. Il y a des matchs amicaux en fait. Oui, il y a beaucoup de matchs amicaux. C'est la période de préparation. Même si la date du championnat national on ne sait pas quand ça va commencer, mais les équipes affûtent quand même leurs armes. Une date virtuelle. Voilà, c'est une date vraiment virtuelle. On ne sait pas quand ça va commencer, mais les équipes ne veulent pas être surprises parce que bon. On peut dire aujourd'hui que ok, l'État a donné l'argent parce que c'est suspendu à l'argent que l'État doit donner. Donc on peut dire aujourd'hui que l'État peut dire aujourd'hui que ok, l'argent à disposition, commencer le championnat le plus rapidement possible. La LINAF va donner une date proche et si vous n'êtes pas prêt, vous serez démarqué dans les premières journées. Donc les équipes sont en train de s'affronter et puis voilà pour vous préparer. qui faites la presse sportive, est-ce que les équipes travaillent en collaboration avec vous ou bien c'est vous qui allez tout le temps vers ces équipes? Non, on va vers les équipes. Les structures même, prenons on va maintenant il y a grosso modo. Maintenant il y a des affinités qui naissent du donc fait. Les gars ils n'ont pas de non, il y a plusieurs quoi. équipes qui ont des responsables de communication. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc, au début, lorsque la LINAF s'est implantée sur le plan professionnel, on a exigé à chaque équipe d'avoir un responsable communication. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà dans le monde du journalisme? Oui, bien sûr. Quand tu as observé, est-ce qu'aujourd'hui tu peux déceler exactement, toi en tant que journaliste professionnel de sport, bon, on va pas venir dire que c'est toi qui connais tout, qui est l'alpha et l'oméga, mais est-ce que tu as pu déceler ce qui était le réel problème de la LINAF? Est-ce que c'était forcément la subvention de l'État? Oui, c'est ça le vrai problème. Des vrais problèmes. Oui. Mais avant, il n'y avait pas la subvention, les gars faisaient comment? Non, il y a toujours eu la subvention de l'État. Ah bon, hein? Sauf que elle n'était pas aussi importante. Voilà. D'accord. Lorsque le football était amateur, l'État donnait 50 millions à chaque club et les clubs se débrouillaient avec ces 50 millions. Et puisque les joueurs n'étaient pas des professionnels, donc il n'y avait pas des salaires aussi élevés. On pouvait payer un joueur à 50 000, 75 000, puisqu'il n'était pas professionnel. Par mois. Oui, il pouvait faire autre chose, puisqu'il n'est pas professionnel. Il y a même certains qui allaient à l'école et s'entraînaient le matin, ils allaient à l'école le soir. Enfin, allaient à l'école le matin, s'entraînaient le soir. Le football n'était pas professionnel. Maintenant que le football est devenu professionnel, l'État a exigé qu'il y ait une certaine, on va dire quoi, qu'il y ait une certaine base, qu'on ne puisse pas aller en dessous d'une certaine somme. Et c'est à ce niveau-là que il y avait déjà beaucoup de problèmes, mais c'est à ce niveau-là que les problèmes se sont encore multipliés. Parce que entre les présidents et entre les clubs qui n'arrivaient pas à s'organiser, est-ce qu'on ne fait pas une étude avant? Mais il y a eu une étude. Normalement. Mais sinon, on va faire l'étude. Cet argent pouvait bien servir pleinement. Maintenant, le problème, c'est que les équipes se sont tellement suspendues à cet argent qu'il n'y avait aucune autre... Ah, mais là, donc, tu reviens à ce que je disais, c'est pas forcément le problème d'argent.
Non, il y a le problème d'argent qui est le problème majeur. Maintenant, il y a les autres problèmes qui se greffent à ça, ce sont des problèmes d'organisation. Parce que si l'État te dit je vais te donner 500 000, on sait que n'importe comment l'État va te donner cet argent. Même si ça va traîner, mais l'État va te donner cet argent. À toi de trouver des mécanismes pour que... le temps que l'argent arrive, tu arrives à t'en sortir. Tu arrives à t'en sortir. Or, c'était ça le réel problème, c'est que les gars, ils attendaient que cet argent. Donc, lorsque cet argent faisait 2-3 mois, ça ne venait pas. Le championnat était bloqué. Les joueurs qui étaient le minimum, le plus bas niveau devait être à 400 000. Les gars, ils cumulaient des arriérés et c'était énorme. Parce qu'il y a certains clubs, malheureusement, les seules ressources qu'ils trouvaient, c'était d'aller emprunter de l'argent par, comment on appelle ça, par intérêt. Et du coup, mais oui, avec intérêt. Voilà. Donc du coup, lorsque l'État vient on te vient donner de loin. Dès que l'État vient te donner cet argent, tu te retrouves dans une situation où il faut rembourser beaucoup plus que ce que tu as à emprunter. Et ça a entraîné problème sur problème. Sans oublier ceux-là qui, lorsque l'argent arrivait, la priorité n'était pas d'investir. Parce que lorsque l'État quand même te donne une grosse somme d'argent, tu peux investir. Est-ce que l'argent était redistribué? Je sais que tu es en intelligence avec les footballeurs. Avec l'ennemi. Tu es en intelligence avec les footballeurs. Vous avez des petites cacheteries. Est-ce que l'argent était redistribué normalement quand ça arrivait? Non. C'est ce qui causait même d'ailleurs beaucoup de grèves. On a remarqué certains joueurs qui ont porté plainte à certains clubs, à certains responsables, comment on appelle ça, certains clubs qui sont tombés parce que justement cet argent n'était pas redistribué. D'abord, la LINAF avait mis beaucoup de clubs sous tutelle parce qu'on ne voyait plus la gestion normale. Donc il y a eu ce gros problème de distribution et de manque d'investissement. Donc du coup, si l'État te donne 400 millions et on te dit dans ces 400 millions, il y a ça à faire, toi tu peux savoir que tu as une part que tu peux investir pour que plus tard, on connaît des clubs en Afrique qui ont des taxis, qui ont des sociétés, qui ont des boutiques, qui ont pour des faire structures, entrer pour faire on entrer appelle de ça l'argent. quoi, les produits dérivés, voilà. Tu vois, mais nous, non. Les gars, dès que l'argent de l'État est arrivé, l'argent de l'État finit aussi. Là, on attend la prochaine fois que l'État va reverser de l'argent. Alors que l'État avait bien dit, au bout de la 4e année, on va commencer progressivement. Au bout de la 3e année, on va progressivement se retirer pour vous permettre à vous de trouver des réels sponsors. Mais est-ce que l'État a préparé l'environnement? Mais je t'ai posé la question, tu as dit oui, ils ont fait une étude et tout. Non, tu as dit est-ce qu'ils ont fait une étude? Tu as préparé l'environnement? Non, elle parle au moment pour le sponsoring, non? Oui. Quand je dis préparer l'environnement, c'est est-ce que l'État a par exemple mis des lois en place qui disent que les entreprises doivent s'impliquer dans le développement du sport, de sorte que quand ils partent, quand l'État te donne une subvention, c'est pour te booster. Après, tu vas voler de tes propres ailes. Non, c'est pas ça ma question. C'est que aujourd'hui, pose tout ce que tu veux poser. C'est que aujourd'hui, quand l'État dit que bon, on va vous accompagner pendant 3 ans et ensuite on va vous laisser vous débrouiller tout seul, qui va financer les clubs en question? Est-ce qu'il y a une loi qui dit par exemple que 1%, je ne sais pas, je dis un truc comme ça, 1% de ce que rapporte la SEG, de ce que rapporte Gabon Télécom, de ce que rapporte CETRAG doit partir pour encourager la pratique du sport au Gabon par exemple? Mais pas de manière directe avec les clubs. On sait que les entreprises reversent déjà une certaine somme d'argent à l'État ou au fonds de sport pour encourager donc le sport. Mais de manière directe, de la relation directe entre le club et une entreprise, c'est au club d'aller chercher. C'est au club de faire en sorte d'être crédible auprès d'une entreprise pour que cette entreprise puisse soutenir. Donc c'est ce qui a été le gros problème. Et je crois que c'est dès le début du professionnalisme que les clubs auraient pu faire aisément ce travail, pas au moment où ils sont pauvres. Parce que si une entreprise sent que tu as quand même les moyens de faire quelque chose et on sent derrière ton organisation un certain sérieux, on peut t'accompagner malgré le fait que l'entreprise paye déjà des sommes énormes à l'État. Oui. On peut t'accompagner, mais est-ce qu'on accompagne quelqu'un qui ne gagne pas? C'est compliqué. Oui. Si une entreprise peut dire aujourd'hui, moi je t'accompagne, tu es champion du Gabon, je t'accompagne pour la Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais arrivé là-bas, tu perds tout le temps. Donc c'est le nom de l'entreprise aussi qui va prendre un coup. Et c'est peut-être à ce niveau-là que les entreprises ont peur d'accompagner les clubs. D'accord, Pépé, ton invité ce matin, on va parler d'handball, c'est ça? On va parler d'handball. On va parler également de football avec la liste de Camacho. Mais bon, on va parler de handball parce que c'est la grosse actualité avec le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Gabon. On va installer l'invité et puis on va aller en publicité et on se retrouve juste derrière. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine.
L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, All c'est du style, Sagawan, Liel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Ouais, c'était juste la page publicitaire. Nous sommes revenus dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Pépé, tu nous présentes ton invité ce matin. Voilà, nous sommes donc en présence du président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. La Coupe d'Afrique des Nations de handball va se dérouler en janvier prochain et nous sommes dans une phase assez importante de l'organisation. Donc nous sommes avec monsieur François Ipouta qui va donc nous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qui manque. Est-ce que le Gabon est prêt? Est-ce que tout est mis en place pour que le jour J, la fête soit belle? Monsieur Ipouta, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est que vous avez beaucoup d'activités. Écoutez, c'est toujours un plaisir de venir rendre visite à Urban FM et nous serons toujours disponibles. D'accord, on sait que vous êtes un spécialiste de l'organisation. Je suis l'un des petits ouvriers, l'une des petites mains qui essayent de tout mettre en place pour que ça marche. Ça dure déjà depuis des années, le monde de l'organisation et vous? Écoutez, c'est une affaire d'amour. L'organisation, dès le départ, il faudrait aimer. Si on aime, on y va. Et je pense que depuis, pour ceux qui me connaissent, depuis le lycée national Léon Mba, en passant par l'université et autres, je suis resté dans le monde de l'organisation. C'est un monde du stress. Oui, c'est un monde du stress, c'est un monde où l'on veut aller toujours vers la perfection. Et à force de faire, à force d'apprendre, l'un des éléments majeurs, c'est d'être humble dans ce que l'on fait. On apprend et en apprenant, l'on réussit toujours à faire mieux. D'accord. C'est différent d'organiser un mariage, une conférence, et un concert et une Coupe d'Afrique de handball. Oui, c'est différent dans la spécificité de chaque organisation. C'est différent parce que lorsque l'on a un mariage, on a un canevas, on discute avec les mariés, il n'y a aucun problème, on essaie d'innover. J'ai bien aimé le terme que j'ai vu là-bas, innover. On essaie d'innover pour que les choses se passent bien, d'une part. D'autre part, lorsque vous prenez par exemple une Coupe d'Afrique des Nations de football, il y a des règles précises, il y a un cahier de charges. Lorsque l'on prend une Coupe d'Afrique de handball, c'est la même chose. Il y a un cahier de charges qu'il faut respecter parce que ce ne sont pas les mêmes disciplines. Même si dans l'organisation, le canevas est souvent le même, mais ce ne sont pas les mêmes disciplines. Qui coiffe le handball en Afrique? C'est la CAF ou la CAB. La CAB. Confédération africaine de handball. Nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir le président ce week-end avec une importante délégation. Vous avez donc déjà discuté sur le cahier des charges? Oui, nous avons le cahier des charges de la signature avec la Fédération gabonaise de handball. Il faut savoir que c'est la fédération qui est le partenaire, qui est le bras de la CAB. Le COCAN est venu en appoint parce que l'expérience des organisations dans notre pays a emmené les plus hautes autorités du pays à créer un comité d'organisation locale dans lequel on trouve toutes les compétences. Toutes les compétences, et ce qui permet en fait d'avoir quelque chose de mieux fait et d'apporter, comme lors de la CAN handball, comme lors de la CAN, maintenant lors de la CAN de football, le football hier, le handball aujourd'hui, on apporte d'autres énergies pour amener la manifestation à être grandiose. Est-ce que votre organisation se situe uniquement sur l'aspect structure, ou vraiment l'organisation est totale, touche les sportifs également? Non. Il faut savoir que dans l'organigramme du COCAN Hand, nous avons le président, le ministre en haut, parce que nous relevons du ministère des Sports. Nous avons le ministre qui est le patron même de notre organisation. En dessous, j'assure la fonction de président parce que je suis l'exécutif sur le terrain. J'ai deux vice-présidents, l'un étant le vice-président, le premier vice-président étant le président de la Fédération gabonaise de handball,
parce qu'il y a tout l'aspect technique et il y a toutes les relations avec la CAB. Et le second étant le médecin général, le professeur Chua, qui est également le deuxième vice-président avec qui nous travaillons dessus. En dessous, vous avez un coordonnateur général, des coordonnateurs généraux adjoints et des chefs de projet dans chaque domaine d'activité. Alors, vous êtes l'exécutif, ça veut dire que vous allez travailler avec les structures qui vont accueillir les sportifs, les hôtels et le restaurant. Est-ce que vous aussi, vous imposez un cahier de charge à ces structures-là? Nous avons l'obligation, parce que nous nous fondons sur le cahier de charge que nous donne la CAB. La CAB nous dit par exemple, à la différence du domaine du football où chaque équipe est dans son hôtel, la CAB nous dit par habitude, si vous pouvez mettre toutes les équipes dans un même hôtel, nous sommes preneurs. C'est pas dangereux ça? Non, pas du tout. C'est plus facile ou c'est possible à Libreville? Ce n'est pas une C'est pas dangereux, la jalousie, les oranges qui donnent la diarrhée. On parle de combien? Le coca chaud. On parle de combien d'équipes On exactement? parle de 10 équipes, 250 personnes en gros. 150 250 c'est ça. Mais ça, c'est pour les équipes. Localement, nous n'avons pas la capacité. Sans compter le groupe technique, le staff, les journalistes, les visiteurs. Non, les journalistes ont un droit à un hôtel des journalistes. Ah, d'accord. Parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'il y a ce genre de manifestation, c'est également célébrer l'Afrique. C'est cela. C'est possibilité de rencontre, possibilité d'échange. Et dans le monde du handball, l'on considère qu'il faut amener les uns et les autres à se connaître, à s'aimer, à s'apprécier au-delà de la compétition. La compétition reste sur le stade, mais au-delà de la compétition, nous célébrons la jeunesse africaine. Est-ce que les structures ont déjà été identifiées? On revient à la question. Bien sûr, bien sûr. Nous avons eu une grosse réunion avec la délégation de la CAB le dimanche en matinée, et le samedi en matinée, pardon. Et nous avons passé en revue chaque détail du cahier de charge. Chacun des chefs de projet présentant son domaine. Par exemple, le chef de projet accueil qui gère l'accueil présentait l'organisation de l'accueil depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'au départ. En passant bien sûr par le palais des sports et autres. Le responsable de l'hébergement-restauration faisait le même exercice en donnant des précisions parce que c'est des spécialistes de l'organisation, donc en donnant des précisions. Nous avons eu l'avantage d'avoir dans l'équipe le directeur de la compétition qui est le président de la fédération égyptienne de handball qui a organisé la dernière édition qui était une grande édition. Donc nous avons pu également nous nourrir de son expérience, d'échanger avec et de voir où est-ce qu'on peut... Monsieur Ipouta, après ce genre d'organisation, il y a souvent des établissements qui se plaignent qu'ils ont respecté les cahiers des charges, mais que le choix a été fait par copinage, disons la vérité. Non, il n'en est pas ainsi. Vous savez, aujourd'hui, lorsque l'on doit abriter une Coupe d'Afrique des Nations, il s'agit des nations, nous n'avons pas un parc hôtelier pouvant accueillir 250 personnes. En chambre double. Mais nous nous organisons pour, d'une part, regarder les points. Je prendrai un exemple précis. Nous nous organisons pour dire, par exemple, que dans la zone aéroport, il faudrait que nous puissions avoir 2 hôtels, par exemple, qui peuvent nous prendre 6 équipes. Dans la zone sud, il faudrait également que nous fassions la même chose. Ça nous permet d'avoir dans une zone précise, pour des questions de déplacement, pour des questions d'organisation, pour la proximité avec des terrains d'entraînement, ça nous permet de mieux nous organiser. Certains hôtels, certains établissements peuvent avoir la capacité, mais non pas forcément la capacité de nourrir, par exemple. Oui. Voilà. Donc nous sommes dans une position où nous essayons de tout faire pour que nous ayons non seulement des établissements, nous faisons également une meilleure offre. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il y a l'offre que nous discutons. Oui. Monsieur Ipouta, vous avez parlé tout à l'heure des chefs de projet. Alors, au-delà des chefs de projet, accueil et tout ce qui tourne autour de ça, est-ce qu'il y a un chef de projet implication de la population? Enfin, je vais l'appeler comme ça. Parce que la plupart du temps, l'événement peut être super bien organisé, mais après, en ce qui concerne la communication et l'implication des Gabonais lambda, il n'y a pas du coup le défi par rapport à ce qui s'est passé en Égypte va être, voilà. Bien sûr, vous relevez là un problème de fond, un problème essentiel.
Lorsqu'on organise ce genre de manifestation dans un pays, une Coupe d'Afrique des Nations surtout, ce n'est nullement pour que les stades soient vides. C'est pour qu'il y ait du monde. Nous avons l'avantage et nous saluons le fait qu'aujourd'hui, il y ait cette CEMAC qui fonctionne, cette ouverture qui se fait. Ça voudrait dire que tous les pays qui sont impliqués dans cette compétition qui relève de la CEMAC pourront venir facilement vivre la compétition. Cameroun, Congo déjà. D'une part. D'autre part, nous avons d'autres États qui n'ont pas besoin de visa pour entrer dans notre pays. Maroc, Tunisie et autres. Donc, il y a toutes ces possibilités-là qui s'offrent. Je voudrais également dire que, pour revenir à votre question, nous allons impliquer tous ceux qui ont pratiqué le handball. Parce que c'est d'abord leur fête, c'est d'abord leur reconnaissance. Et il y a plusieurs. Vous avez par exemple les associations des anciennes handballeuses ou des anciens handballeurs qui ont été à l'ouvrage et qu'il faut valoriser. Parce que ce sont eux qui ont emmené le handball, ce sont eux qui ont fait en sorte aujourd'hui que cette discipline soit là. Nous avons également dans notre organisation des personnes qui gèrent tout ce qui est mobilisation, tout ce qui est sensibilisation. L'avantage que nous avons, c'est de ne pas pouvoir transporter. Le palais des sports est en plein centre-ville. Étant en plein centre-ville, nous pensons qu'il sera facile. Monsieur Ipota, quand on regarde ces images qui parlent du palais des sports, ça nous laisse un peu dubitatif. Quant à le temps qui passe. Non, pas du tout. Les images que vous avez là sont des images qui datent il y a déjà très longtemps. Aujourd'hui... c'est quand même le 12 septembre, monsieur Ipota. Oui, mais nous sommes aujourd'hui au mois de novembre. Mais on a également regardé l'arrivée du président de la CAB avec le ministre. On a vu que ça n'a pas trop changé quand même. Si, quand même. Ça a changé. Il y a eu toute la toiture. Oui, mais monsieur Ipota, ça a changé, mais il n'y a pas encore la couleur. Il n'y a pas encore, les terrains ne sont pas disponibles, les voies d'accès. Nous sommes à 80%. Nous sommes à 80% d'abord de réalisation en ce qui concerne le palais des sports. Non, en ce qui concerne l'ensemble de l'ouvrage au palais des sports. Donc, il faut savoir qu'il y a l'édifice, mais il y a tout ce qui va avec. Je vais prendre, si vous voulez, des détails. Toutes les lumières sont mises à l'intérieur. La climatisation est déjà installée. Tout ce qui est groupe électrogène secours est déjà installé. Actuellement, ils sont en train de travailler pour finaliser. J'aime dire que ne regardons pas le palais des sports comme un stade de football où il y a le gazon à planter et où on s'attend à ce que ça prenne du temps. Soit le parquet ou le béton. Tout est prêt pour cela. Monsieur, peut-être qu'on aura du parquet alors qu'on sait qu'on est dans un pays du bois. Est-ce qu'on aura un vrai parquet? Et surtout qu'on veut valoriser le bois actuellement. Il faut savoir que un parquet écologique. Nous obéissons en fait à des normes de l'IHF. Nous obéissons à des normes et le parquet qui sera mis en place, c'est un parquet validé par l'IHF. C'est un parquet compétition. À partir de ce moment-là, il ne devrait pas se poser de problème. Est-ce qu'il y a un plan B? Les voies d'accès, par exemple. Est-ce qu'il y a un plan B? Pourquoi tu veux qu'il y ait un plan B? Il ne peut pas y avoir de plan B parce que tout est sûr à 100% que ce sera prêt le avant palais le des jour J. sports va être livré avant le 13 janvier. Le 25 décembre. Le jour de la venue du Christ. Mais nous pensons que c'est symbolique. C'est un jour extraordinaire. Donc le 25 décembre, le palais sera prêt. Bien sûr. Où est-ce que les équipes vont s'entraîner? Nous avons 2 stades d'entraînement parce que le cahier de charges nous amène à proposer 2 terrains d'entraînement. Pour les 10 équipes? Oui, bien sûr. Nous avons d'une part le terrain d'entraînement du gymnase du Prytanée militaire et d'autre part de très beaux terrains d'entraînement. Les 2 terrains sont très beaux, ils sont magnifiques, de l'école internationale du ruban vert. Donc nous avons 2 terrains d'entraînement et nous avons le 3e dans les besoins, le terrain du palais des sports. Alors, moi, ça m'intéresse bien parce qu'on voit aujourd'hui l'état de la circulation au niveau de la zone. Est-ce que les voies d'accès seront aménagées finalement pour assurer la fluidité? Il vous souviendra que parce qu'il y a aussi le grand marché à côté. Lorsqu'il y a eu la Coupe des Nations 2012 de football, nous avons eu un certain nombre de problèmes du côté de Angonje. Mais au fur et à mesure, ces problèmes ont été réglés. Il vous souviendra également que lorsqu'il y avait des matchs au complexe Omnisport Président Bongo à l'époque, il y avait une réglementation qui permettait une circulation
dans ce périmètre-là. Donc nous allons nous organiser avec la commission sécurité qui est à l'ouvrage pour que dans cette zone, non seulement nous ne puissions pas perturber l'activité commerciale qui se déroule au grand marché de Montbouet, mais également que la compétition puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Monsieur Epouta, lorsqu'on a eu l'organisation des 2 CAN de football au Gabon, on a vu que la présence de ces événements-là au Gabon a changé beaucoup de choses, notamment avec le développement de petits terrains de football à certains endroits ou même le réaménagement de d'autres terrains qui n'étaient pas forcément impliqués dans la CAN. Alors pour le cas de la Coupe d'Afrique de handball, on vous avait parlé du terrain de l'école Ruban Vert qui est une école privée. Oui, donc au-delà de la CAN, les handballeurs ils pourront pas aller jouer au hand là-bas. Vous avez parlé de celui du Prytanée militaire qui lui aussi est ouvert sous condition. Donc est-ce à dire qu'à la fin de la CAN, le seul terrain qui sera ouvert au grand public sera uniquement celui du Palais des Sports? Non, je ne pense pas. Au-delà du fait que ces 2 structures soient des structures privées, c'est une question d'organisation. Aujourd'hui, l'on parle de plus en plus de partenariats dans le monde du sport. Et les partenaires doivent pouvoir accompagner. Nous donnons le là en montrant ce qu'il y a comme structure. Maintenant, ceux qui ont des équipes de handball peuvent aller, pourquoi pas, se mettre en partenariat avec ces structures-là. Aujourd'hui, je voulais dire que nous faisons aujourd'hui appel à des radios comme Urban FM pour soutenir l'action du handball, pour faire la promotion de ce Coupe d'Afrique des Nations, mais parce que nous souhaitons que Urban FM soit partenaire dans ce que nous faisons. Et les équipes de handball, comme les équipes de football, c'est un peu la même politique qu'il faut adopter parce qu'il faut aller aujourd'hui vers les partenaires, chercher des partenaires qui peuvent vous amener un plus. Monsieur Epouta, il y a souvent une grande question qui se pose à chaque fois que notre pays organise un événement. On se souviendra encore des polémiques nées des éditions 2012 et récemment de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et là, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Est-ce que vous serez en mesure, à l'issue de la compétition, de faire un bilan? Écoutez, aussi bien moral, financier, tout ce qu'on voudra. Mais tu voulais poser la question des retombées. Mais c'est la règle. C'est la règle. On ne peut pas aujourd'hui parler de promotion de ce sport et parler forcément des retombées. Il ne faut pas perdre de vue le fait que le handball est encore dans un domaine où il faut faire de la promotion. Qui dit promotion dit également ménager le portefeuille. Nous ne sommes pas dans le monde du handball dans une situation où nous avons les mêmes moyens forcément. Et pour répondre à la question qui a été posée, oui, nous allons faire un bilan moral, financier, bien sûr. C'est l'obligation. C'est l'obligation parce qu'à partir du moment où l'on nous met des personnes à notre disposition, où nous travaillons avec une équipe, c'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, lorsque vous observez, nous n'avons pas trop communiqué parce que nous nous sommes d'abord mis à l'ouvrage, parce que notre objectif est de monter progressivement en puissance. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue de cela, et même la CAB nous le recommande dans le protocole d'accord signé avec la CAB, il est dit que nous devons, à l'issue de la compétition, 2 mois à l'issue de la compétition, faire le point de tout ce qui a été fait et remettre un rapport. Si nous le remettons à la CAB, c'est que nous le remettons également. Il est vrai que vous êtes un compatriote, mais qui a la charge de diriger le comité d'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Mais, qu'est-ce que j'en ai avec? Alors, la question que moi je vais poser, c'est de savoir, aujourd'hui, s'il vous était donné de faire une lecture de l'équipe nationale, étant donné que nous allons aller à une compétition africaine sans préparation réelle, est-ce que nous avons des chances? Nos chances. Concrètement, vous qui on pose la question aux fans. Voilà. Je pense qu'il aux fans, aux citoyens. Oui, vous faites bien de dire que l'on pose la question aux fans. Parce que dans l'organisation que nous avons, la fédération gère l'équipe nationale, nous gérons des aspects organisationnels. Parce qu'il faut savoir que nous sommes un comité temporaire. Nous cessons notre activité à l'issue de la compétition. Maintenant, pour revenir à l'équipe, j'ai eu l'avantage de suivre une partie de cette équipe-là à Mamet en Tunisie, parce que Phoenix se produisant là-bas dans le cadre
du championnat d'Afrique des clubs champions, j'ai eu l'avantage de les suivre et de voir l'évolution. Je ne suis pas pour que l'on dise qu'il n'y a pas eu de préparation. Non. Mais comme ça devrait être. Il y a eu... Mais écoutez, chaque fédération, chaque équipe a une organisation qui est mise en place avec les moyens qui peuvent permettre cette mise en place. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait. Et je pense que nos compétiteurs sont à pied d'œuvre. Ce n'est pas terminé. Ils sortent d'une compétition. Ils vont rentrer dans les préparations qui vont se faire. Et je ne pense pas qu'il y ait le moins de problème. Vous pensez qu'ils seront dans l'esprit de la compétition ou ils se rendent compte des enjeux et de l'investissement engagé par l'État? Mais ils sont dans l'esprit de la compétition bien avant. Ils ont pour objectif, ils ont la vision de cette compétition. Parce que à partir du moment où la compétition, il a été déclaré que c'est le Gabon qui l'organisait, l'équipe nationale gabonaise a été mise en place par le recrutement d'un entraîneur, par une réorganisation, par le fait que Phoenix, qui est à l'ossature de l'équipe nationale, se soit rendu à ce championnat. Ce n'est pas négligeable. Il faut savoir qu'à l'issue de ce championnat d'Amamet, le club gabonais a été quand même classé 5e parmi les 14 qui étaient en compétition. Dans l'esprit du Gabonais, 5e, c'est échoué. C'est dans l'esprit des Gabonais. Mais je voulais dire qu'il On n'est pas sur le podium. Il faut être réaliste. Et réaliste. Il faut aller en se disant que nous devons nous mobiliser aujourd'hui pour soutenir cette équipe, pour gonfler cette équipe, afin qu'elle puisse aller au-delà de ce que nous attendons. Mais ne soyons pas défaitistes. Apportons quelque chose qui soit positif. Mobilisons-nous tous, quel que soit Alpha, mobilisons-nous pour que notre équipe se surpasse. Aille plus loin. Toujours je voulais poser une question à toi, le journaliste. Est-ce que tu penses que le Gabon est dans une poule facile? Il n'y a pas de poule facile. Très bien. Les deux poules, aucune des deux poules n'est facile. Dans les deux côtés, il y a des ténors. Et je crois plutôt qu'on a eu un moindre mal. Parce que dans la poule B, il faut quand même rappeler dans la poule A que le Gabon avec la Tunisie, le Gabon avec le Cameroun, le Congo et l'Algérie. Donc c'est un moindre mal. Quand on voit dans la poule B l'Égypte, l'Angola, le Maroc, la RDC et le Nigeria. Donc l'objectif c'est de sortir parmi les 4 premiers pour déjà passer ce tour, et au deuxième tour les choses vont s'enchaîner. Même si au départ Jackson Richardson lors de sa signature avait dit que lui veut mettre la barre très haut, aujourd'hui on se rend compte que là ça va être difficile. Il faut d'abord se battre pour sortir de cette poule, et je crois que notre premier match face au Congo va être déterminant. Il s'agit d'une compétition où toutes les équipes se valent. Quand même pas. S'il vous plaît, nous sommes en Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'on arrive à ce niveau, c'est vrai qu'il y a des équipes phares. Oui. Ces équipes phares sont des équipes du Maghreb pour la plupart du temps, dans ce domaine du handball. Mais à partir du moment où on accède à ce niveau de compétition, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les joueurs ont l'habitude des parquets. Mais ces joueurs-là jouent, ils sortent d'une compétition internationale. Il faut savoir que les parquets sur lesquels ils jouent sont des parquets réglementés. Et on a quand même des professionnels dans l'équipe. Mais bien sûr, bien sûr. Mais la diaspora, les professionnels de la diaspora vont faire leur entrée. Vous êtes sûr qu'ils ne nous feront pas les mêmes coups que les autres? Les Panthères. Les Panthères football. Mais pourquoi voulez-vous vous décourager avant? Soutenez-les, encouragez-les. Ne soyez pas défaitistes. Soyez merci optimistes. d'avoir accepté notre invitation. Le temps qui nous est remercie. imparti est terminé. On vous souhaite de passer une bonne journée. Merci beaucoup. Je voudrais en profiter pour sonner la mobilisation. La mobilisation de tous ceux qui aiment le handball, la mobilisation des sportifs et la mobilisation des communautés amies qui ont des équipes qui vont jouer pendant ce tournoi-là. D'accord. Nous pensons que ce sera la fête. Vous allez nous impliquer, monsieur Epouta? Mais pleinement. Impliquer Urban FM? Pleinement. D'accord, les auditeurs vous ont... C'est normal que vous soyez impliqués. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci, c'était monsieur François Epouta qui est le président du Kokan Handball Gabon pour la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui va avoir lieu à Libreville au Gabon en janvier 2018. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon.
Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm